Chers collègues, pour ce jeudi de la filière, ayant comme thématique la thérapie cellulaire dans les maladies auto-immunes, nous avons conçu un programme en duo, témoin de l'importance du travail en réseau à l'échelon national, pour une approche appropriée, conforme aux bonnes pratiques cliniques de ces patients. Dominique Farge, chef de service de médecine interne et maladies auto-immunes à l'hôpital Saint-Louis, membre du Centre national de référence des maladies auto-immunes et maladies systémiques de Paris et responsable de la RCP nationale MATEC, maladies auto-immunes et thérapie cellulaire, pour discuter ensemble, à l'échelon national, des indications et de la prise en charge de ces traitements une fois par mois, et on vous invitera d'ailleurs à vous y joindre. Thierry Martin, immunologie clinique et médecine interne. Je coordonne le Centre national de référence des maladies auto-immunes rares à Strasbourg. Aujourd'hui, nous vous proposons une séance en 3 temps. Dominique Farge va tout d'abord prendre la parole pour vous décrire le rationnel de l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans les maladies auto-immunes, et puis les données concernant la sclérodermie compte tenu de son expérience nationale et européenne sur le sujet. Dans un deuxième temps, j'aborderai le lupus et vous présenterai quelques données d'immunologie sur la reconstitution immunitaire après autogreffe. Et puis dans un troisième temps, si vous voulez bien, nous répondrons à vos questions. Il est important pour le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui de connaître, de comprendre l'importance de la compréhension du fond génétique associé à ces différentes maladies auto-immunes, notions acquises au cours des 10 dernières années et qui sont peut-être résumées sur la partie droite de cette diapositive en se référant à cette synthèse importante de McGonigal qui nous illustre bien comment et pourquoi dans chaque maladie auto-immune traditionnellement appelée comme telle, il existe en fait une part auto-inflammatoire et une part auto-immune. Ainsi, il existe un spectre large et extrêmement varié entre de rares maladies auto-inflammatoires purement monogéniques, telles la fièvre méditerranéenne familiale, en haut de la diapositive, et tout en bas, de rares maladies monogéniques auto-immunes pures, exemple, les syndromes d'immunodéficience APEX congénitaux, dont l'espérance de vie est extrêmement faible, et toutes ces maladies auto-immunes traditionnelles que nous abordons en clinique, lupus, Crohn, sclérodermie et tant d'autres, sont en fait une association subtile entre une composante auto-immune et une composante auto-inflammatoire. Ce point est à garder en mémoire dans l'approche par thérapie cellulaire, car probablement aujourd'hui nous avons compris que l'autogreffe de moelle dans les maladies auto-immunes permet de traiter la composante, une des composantes, mais peut-être demain l'utilisation d'autres composants médulaires tels les cellules souches mésenchymateuses ou des fractions vasculaires stromales permettront d'agir à la fois sur l'auto-immunité et l'auto-inflammation. Dans ce travail initial de Ikehara, qui date de 1985, le concept fondamental de l'utilisation des greffes est totalement résumé. L'origine des maladies auto-immunes ne se situe pas dans l'éducation thymique en périphérie, mais au niveau de la moelle osseuse, puisque si l'on fait une greffe, si l'on pratique une greffe de moelle osseuse à partir d'une souris normale sur une souris destinée à mourir d'une maladie auto-immune avec une atrophie thymique et des lymphadénopathies, nous voyons, diapositive de gauche, schéma de gauche, que cette souris peut guérir de la greffe. A l'inverse, on peut transférer la maladie auto-immune préexistante à partir d'une souris pathologique destinée à développer cette maladie sur une souris saine, témoin du rôle de la moelle comme étant à l'origine du transfert actif d'une maladie ou de sa guérison. Ceci a été reproduit de manière constante dans différents modèles expérimentaux d'immunisation vis-à-vis d'un antigène étranger, arthrite adjuvante chez le rat, comparable à l'arthrite rhumatoïde, encéphalomyélite aiguë du rat, comparable à la sclérose en plaques, ou dans des modèles
d'auto-immunité avec forte composante génétique, tels les lupus murins ou les diabètes murins. Sur cette plaque, vous voyez de manière plus détaillée comment, dans un travail de Carusi en 1995, il est possible, en comparant par rapport à des souris contrôles, au nombre de 9, par un procédé de greffe de moelle utilisant une irradiation corporelle totale avec greffe syngénique ou conditionnement plus intensif, irradiation corporelle totale, cyclophosphamide et greffe syngénique, de prolonger et de doubler la demi-vie de ces souris lupiques. Ceci constitue le rationnel expérimental qui a été aujourd'hui transposé chez l'homme dans les maladies auto-immunes pour la sclérodermie et le lupus, notre sujet aujourd'hui, montrant que l'origine de la maladie auto-immune est dans la moelle osseuse et qu'il est possible de remettre à zéro cette réponse immune en pratiquant des procédures soit d'allogreffe, soit d'autogreffe. Chez l'homme, à partir de ces données expérimentales, il fut proposé dans les années 95-2000, pour certains patients atteints de formes sévères ou rapidement progressives, notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui, de sclérodermie et de lupus, d'utiliser des procédures d'intensification thérapeutique et d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques pour traiter la maladie auto-immune sous-jacente. Pour résumer le principe d'une procédure d'autogreffe de moelle, il comporte 2 étapes. Dans un premier temps, la mobilisation des cellules souches hématopoïétiques périphériques en induisant une immunosuppression modérée, 4 g de cyclophosphamide, associée à l'utilisation d'un facteur de croissance responsable d'une période d'aplasie brève de 1 à 3 jours, procédure relativement simple, qui permet ensuite, secondairement, de collecter en périphérie, puis de cryopréserver les cellules souches hématopoïétiques qui peuvent éventuellement être traitées, triées, de manière à s'affranchir ou essayer de diminuer les cellules T autoréactives résiduelles qui seraient susceptibles d'être conservées lors de ce prélèvement de cellules souches hématopoïétiques. C'est la procédure la plus habituellement utilisée. Dans certains cas, et au début de l'utilisation des greffes de moelle pour traiter les maladies auto-immunes, il a été possible ou parfois nécessaire, en cas d'échec de la collection, d'utiliser directement un prélèvement de moelle osseuse. Secondairement, 15 jours à 6 semaines plus tard, le patient revient dans un service d'hématologie spécialisé. Et il est indispensable dans ce cadre de pouvoir travailler dans des hôpitaux où les doubles compétences sont réunies, et c'est le principe du réseau MATEC que nous avons monté au fil des ans à l'échelon national sur le territoire, dans différentes villes, où des hématologues et des spécialistes de maladies auto-immunes aux compétences complémentaires suivent ces patients lors de la procédure d'intensification et d'autogreffe qui comporte l'administration d'un conditionnement en général par endoxant, parfois par d'autres drogues, endoxant 500 mg kg dose totale, ce qui constitue des doses d'endoxant conséquentes pour un même malade, de l'ordre de 12 à 14 g chez un adulte au total, induit une période d'aplasie qui nécessite un séjour en milieu protégé hématologique accrédité pour l'allogreffe de moelle, car ces patients sont extrêmement fragiles, puis le patient sort, reconstitue sa moelle osseuse et devra être suivi en binôme par les internistes ou les rhumatologues ou les spécialistes de la maladie auto-immune et les hématologues pendant, de manière extrêmement régulière, comme un allogreffé, pendant les 2 années et les 5 années post-greffe, ce qui a été résumé dans des recommandations nationales françaises déduites des recommandations européennes. Quels sont les résultats obtenus chez ces patients? Les premières études de phase 1-2 et l'utilisation de registres à la fois français et européens ont permis, pour la première fois dans certaines maladies, et notamment dans la sclérodermie, de montrer qu'une procédure d'intensification et d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques permettait, chez des malades dont le pronostic de survie à 3 et 5 ans n'était pas supérieur à 30 à 50 ou 30%, d'induire une survie globale de 80%, jamais vue dans la sclérodermie, et d'améliorer la survie et la survie sans progression sur la partie droite de ce schéma,
de ces patients qui étaient considérés, car inclus dans ces essais de phase 1-2, comme réfractaires à tous les traitements préalables utilisés, c'est-à-dire que les patients candidats à ces procédures de phase 1-2 avaient déjà eu 1, 2, 3, voire 4 lignes d'immunosuppression préalable. Ces résultats, analysés sur de grosses cohortes européennes, ont la limite des analyses des données de registre, mais aussi leur force, et ont permis de montrer également que les résultats étaient liés également à l'expérience des centres, au nombre de pratiques de greffe pour ces maladies auto-immunes par centre, ce qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de la filière, qui a eu pour objectif de rassembler des centres experts ou compétents et permettant, en binôme avec les hématologues, d'améliorer les résultats et les indications et le suivi. À partir des premières recommandations européennes qui avaient été émises en 1997, l'expérience acquise à l'échelon européen, parce que ces affections sont rares, que les indications étaient rares et que donc l'approche initiale a pu, et les résultats initiaux n'ont pu être obtenus que sur les cohortes européennes, il a été possible en 2009 et cette année, avec l'ensemble du groupe français en 2012, de publier des recommandations et de les mettre à jour et de valider les indications, les modalités thérapeutiques et les modalités des suivis, c'est-à-dire les procédures de prise en charge et de suivi de ces patients qui sont à terme utilisés au quotidien par les cliniciens. Aujourd'hui, quels sont les résultats? Dans le registre européen, environ 2000 patients ont été autogreffés par cellules souches hématopoïétiques prélevées au niveau de la moelle ou le plus souvent en périphérie pour des maladies auto-immunes. Parmi eux, 400 sclérodermies, 111 lupus, d'autres indications. Il importe de voir que la France, qui a eu un rôle majeur dans le plan maladies rares à l'échelon européen aujourd'hui et aussi dans l'activité de traitement par cellules souches hématopoïétiques, a du mal à conserver sa place de leader car nos amis italiens greffent pour de nombreuses autres étiologies. Les Allemands ont compris que les indications étaient aujourd'hui validées et ont augmenté considérablement leur activité ces dernières années, ainsi que les pays du Nord, Suède, Hollande, l'Espagne et, pour résumer, à l'échelon européen, l'activité d'autogreffe dans la sclérodermie a doublé au cours des 4 dernières années, passé les étapes d'essais thérapeutiques initiaux. Quels furent les résultats premiers? Les résultats premiers sont schématisés sur cette diapositive dans les essais de phase 1-2. Premier message, pour la première fois dans cette affection traitée par autogreffe, on note une chute immédiate, rapide et durable de score de Rodnan qui évalue la sclérose cutanée chez ces patients. Ceci est corrélé à la régression du score histologique de la fibrose et s'accompagne non seulement d'une amélioration des scores fonctionnels, de qualité de vie, SHAQ, SF36, Eurocol, mais aussi d'une régression de la fibrose désormais démontrée à l'échelon pulmonaire, à la fois sur des études pionnières en matière d'analyse des scanners à l'aveugle et aussi sur une stabilisation des épreuves fonctionnelles respiratoires. C'est dans ce contexte que fut débuté l'essai européen ASTIS, greffe de cellules souches hématopoïétiques dans la sclérodermie systémique diffuse rapidement progressive, essai randomisé prospectif européen qui avait pour but de comparer ce traitement au traitement standard considéré à l'époque comme les bolus mensuels de cyclophosphamide intraveineux. Résumé sur cette plaque, la difficulté d'un tel essai européen qui a pris 10 ans pour permettre le recrutement de 156 malades randomisés dans chaque groupe, dont les caractéristiques cliniques sont détaillées ici, montrant qu'il s'agissait de patients avec une atteinte cutanée diffuse, un score de Rodnan supérieur à 25, une fonction rénale qui était conservée, une atteinte cardiaque qui n'était pas majeure puisque les contre-indications à la procédure d'autogreffe comprennent l'existence d'une hypertension artérielle pulmonaire ou d'une dysfonction cardiaque
importante, et pour autant, tous ces patients avaient eu une échographie cardiaque et une scintigraphie myocardique afin d'évaluer à l'époque la fraction d'éjection ventriculaire gauche, indispensable avant un traitement parodoxant. Il souffrait d'une atteinte pulmonaire soit clinique, soit objectivée sur les épreuves fonctionnelles respiratoires, avec une diminution significative de la TLCO, 58% dans les deux groupes, et peu d'entre eux sur les tests de dépistage de l'époque. N'oublions pas que cet essai a débuté il y a 15 ans et qu'à l'époque, les méthodes d'évaluation et de diagnostic de l'HTAP n'étaient pas celles d'aujourd'hui, en 2015. L'hypertension artérielle pulmonaire était mesurée ou estimée sur la PAP moyenne à l'échographie et ceci constituait un critère d'exclusion pour la procédure d'autogreffe. Ils avaient une atteinte fonctionnelle majeure, témoin l'altération du HAQDI à 1,35, qui est un index pronostique de décès chez ces malades-là, comme validé par l'étude de Steen, et une altération du SF36 et de Q5D. L'objectif principal de cette étude était la survie sans événement, survie sans insuffisance d'organes terminale, cardiaque, pulmonaire ou rénale. Après 10 ans de recrutement à l'échelon européen, tout en notant que 2 tiers des patients inclus dans cet essai furent inclus en France grâce au réseau des investigateurs français et en Hollande, et 1 tiers dans les autres pays européens, avec donc une certaine hétérogénéité probablement dans ces autres centres européens dans les pratiques, peut-être responsable d'un certain nombre d'effets indésirables ou positifs. Il a été possible pour la première fois dans la sclérodermie systémique sévère de montrer le bénéfice en termes de survie globale, partie droite de la diapositive, et de survie sans événement, et la supériorité de la greffe de cellules souches hématopoïétiques versus le traitement parodoxant chez ces patients, au prix néanmoins, comme on peut le voir dans la partie initiale des courbes de survie globale ou sans événement, d'une surmortalité liée à la procédure chez des patients extrêmement altérés, mais notons que l'effet bénéfique en termes de survie à 3, 5 et 7 ans est supérieur. C'est ainsi que, pour la première fois dans cette affection, il était possible à une large échelle d'affirmer que l'autogreffe de moelle avec un niveau de preuve 1, selon les données standardisées des niveaux de preuve, permet d'améliorer la survie de ces formes rapidement progressives, dont on connaît la survie spontanée uniquement de 30% à 3 ans. Et il importe aujourd'hui de s'interroger sur les modalités nécessaires en pratique clinique, et c'est l'objet du réseau MATEC, comment travailler, comment améliorer les procédures pour sélectionner mieux, comme l'ont montré les Américains en partenariat avec les Brésiliens et l'expérience française, les patients avant la greffe. Ainsi, il est clairement démontré que la sévérité de l'atteinte cardiaque préexistante, évaluée, ou de l'atteinte pulmonaire, et bien sûr de l'hypertension artérielle pulmonaire, est un facteur de risque pendant la procédure d'autogreffe. Aujourd'hui, comme validé dans les recommandations françaises, il importe non seulement de sélectionner le patient avec un électrocardiogramme, une échographie cardiaque, un Holter sur 24 heures, mais aussi de pratiquer un cathétérisme droit avec une charge en sel et un examen par résonance magnétique nucléaire lu par des experts de manière collégiale avant de valider la procédure, l'indication de la greffe de moelle. Et c'est dans ce cadre que des recommandations européennes ont été actualisées. Ceci permet de voir qu'aujourd'hui et au cours des 5 dernières années, la mortalité ou la morbidité associée à ces procédures d'autogreffe qui effrayaient tant les cliniciens à juste titre est considérablement limitée si les indications sont correctement posées, si les malades sont correctement sélectionnés et qu'in fine, au cours des 4 dernières années en Europe, la mortalité associée à la procédure est passée de 8% dans le chiffre rapporté de Astis à 6%, la mortalité à 3 mois. Ces 15 dernières années nous ont permis de passer des étapes clés et de pouvoir conclure qu'aujourd'hui, l'indication de l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques élicite
justifiée avec un bénéfice en termes de survie chez des patients souffrant d'une forme rapidement progressive de sclérodermie, par un mécanisme unique et pour la première fois notre connaissance a permis de remettre à zéro la réponse immune, ce qui va être détaillé par le professeur Martin, et surtout d'observer une régression de la fibrose cutanée et pulmonaire, conduisant à la réalisation de cette procédure en soins courants, si nous osons appeler ce terme l'allogreffe du soin courant, dans des centres accrédités pour l'allogreffe de moelle, à condition de recueillir les données sur l'ensemble du territoire, en France comme en Europe, et d'analyser de manière pérenne les résultats acquis chez ces patients. Le travail sur ces maladies rares doit être poursuivi à l'échelon national, européen et probablement mondial avant d'aller affiner les questions qui se posent mais qui ne peuvent être comprises que si on analyse la réponse immune de manière fine chez chaque patient en regard des résultats cliniques obtenus. Bien, donc certains d'entre vous pourraient être étonnés de voir aborder le lupus dans une session consacrée à l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Effectivement, dans la sclérodermie, il n'y a pas de traitement de fond efficace à part l'autogreffe, mais si je faisais un sondage auprès de vous tous, pour savoir si vous êtes satisfait des traitements du lupus aujourd'hui, je pense que la majorité des gens répondraient oui. Et ils auraient probablement en partie raison, puisque la survie de la maladie actuellement est à 10 ans de environ 90%. Est-ce que ça veut dire que le traitement, tous les traitements dont on dispose sont satisfaisants? Ce n'est pas forcément évident, parce que si on regarde les choses de l'autre côté de la lorgnette, eh bien ça veut dire tout de même qu'à 10 ans, il y a 10% des gens qui sont décédés. Je prendrai juste l'exemple de la cohorte Eurolupus, dont les résultats à 10 ans ont été récemment publiés. Eh bien, après 10 années de suivi, il y a 8% des gens qui sont décédés, 5% qui sont en insuffisance rénale terminale, 8% qui ont un cancer et 8% qui ont présenté un événement cardiovasculaire sévère. Et la survie s'altère significativement quand on dépasse ces 10 années, comme vous le voyez dans cette cohorte italienne. La survie des patients lupiques chute à 60% après 25 ans de suivi. Et c'est particulièrement vrai dans les formes graves de la maladie, dans les deux graphes du dessous, où si vous voyez que des lupus avec atteinte sévère ou avec atteinte rénale eh bien, ont un niveau de survie qui est comparable à la population lupique en général au cours des 10 premières années, eh bien, après, les courbes se séparent significativement. Alors, la surmortalité au cours du lupus est bimodale. La première surmortalité survient dans la tranche d'âge 20 à 40 ans, et elle est le fait de l'activité de la maladie, c'est le fait des formes graves, et puis des complications infectieuses. Et puis, on voit une deuxième surmortalité qui est encore plus significative après l'âge de 55-60 ans. Et cette surmortalité est principalement liée à une mortalité cardiovasculaire. Tous les experts actuellement sont d'accord pour considérer que le lupus est un facteur de risque cardiovasculaire avec un poids aussi sévère que celui du diabète, par exemple. Alors, de fait, la mortalité au cours du lupus a baissé au cours des 40 dernières années. Ceci est du fait du meilleur contrôle des infections, des diagnostics plus précoces de la maladie, de la mise en œuvre de traitements mieux codifiés, plus que de nouveaux médicaments d'ailleurs. En revanche, la surmortalité cardiovasculaire que vous voyez ici en rouge n'a absolument pas diminué. Donc les mécanismes de cette surmortalité vasculaire ne sont pas complètement élucidés à ce jour, mais il y a deux éléments qui sortent clairement. Un, le rôle de la corticothérapie. Deux, le rôle de l'activité de la maladie. En ce qui concerne la corticothérapie, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour essayer de trouver des protocoles thérapeutiques d'épargne cortisonnée, voire des protocoles qui éliminent toute corticothérapie. En ce qui concerne l'activité de la maladie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des lupus graves que l'on n'arrive pas à tenir avec le traitement standard,
ou que les patients ne prennent pas leur traitement correctement, ou alors que le docteur ne se rend pas compte que la maladie est évolutive. Donc il y a clairement des nécessités cliniques qui ne sont pas encore tout à fait atteintes. Il est nécessaire de développer des traitements plus efficaces et ou plus spécifiques pour arrêter complètement la maladie, en particulier dans les formes graves. Et il est nécessaire de développer des biomarqueurs plus spécifiques et plus sensibles destinés à mesurer l'activité de la maladie et à prédire les poussées. Donc quels sont les résultats concernant le lupus? Environ 200 patients ont été autogreffés dans le monde et rapportés pour un lupus systémique grave, les principales cohortes étant celles de l'EBMT et celles du centre de Chicago. La survie globale des patients est entre 70 et 80% à 5 ans, avec une survie sans événement, sans rechute, avec des traitements minimums, qui est de l'ordre de 50 à 70%. Donc ces résultats peuvent être considérés comme très bons quand on pense que les patients qui sont amenés à la greffe pour un lupus sont souvent amenés après de multiples traitements pour des maladies extrêmement graves. Alors comme vous a dit tout à l'heure Dominique Farge, cette thérapeutique est grevée par une mortalité qui est dite liée à la procédure, qui par définition est liée à la procédure quand elle survient dans les 100 jours après l'autogreffe. Cette mortalité dans ces séries varie de quelques pourcents à 20 ou 30%. Donc ces disparités sont explicables probablement par la sélection des patients, par les différents traitements d'induction utilisés, mais également par l'expérience des centres qui, comme vous l'a dit tout à l'heure le professeur Farge, doit conjuguer des experts dans le suivi de la maladie du pic et des experts dans l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Récemment, le BMT a publié les résultats des 28 patients qui ont été greffés après 2001. Donc, vous voyez, avec une survie globale à 5 ans qui est de plus de 80%, une survie sans rechute qui est peut-être un peu moins bonne à 30% à 5 ans, avec de manière très intéressante en bas un facteur qui est déterminant pour réduire le risque de rechute. C'est ce qui est indiqué manipulation de la greffe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a sélectionné de manière positive les cellules CD34 positives, donc les cellules souches hématopoïétiques, et qu'on a enlevé les cellules lymphocytaires, matures, mémoire, effectrices du patient, qui pouvaient avoir un effet délétère. Et avec cette procédure, eh bien, il y a 11% de rechute seulement à 5 ans. Alors en quelques mots, je vais vous donner quelques indications sur ce que l'on sait actuellement de la reconstitution immunitaire, donc du mécanisme d'action de l'autogreffe. Donc vous voyez sur ce dessin, quand on fait un traitement immunosuppressif classique, qu'est-ce qu'on fait? On empêche les cellules mémoire de se multiplier, les cellules effectrices éventuellement d'agir, on a une action anti-inflammatoire, mais en aucun cas on éradique ces cellules. Avec l'autogreffe, l'objectif c'est d'éliminer le maximum de cellules mémoire, de cellules effectrices, et de ramener le système immunitaire, on pourrait dire, à un état naïf, à un état zéro, hein, de faire un reset immunologique. Alors, est-ce qu'il y a des données expérimentales qui étayent cette hypothèse? Bien oui, il y a eu dans la sclérodermie déjà plusieurs études, dont des travaux effectués par Dominique Farge, qui montrent clairement que la procédure élimine une grande partie des cellules T et B mémoire, qu'elles permettent une rediversification du répertoire lymphocytaire T et qu'elle permet également la réapparition de cellules T régulatrices. Je vais vous montrer quelques détails concernant 7 patients qui ont été récemment publiés et qui ont été autogreffés pour un lupus
à l'hôpital de la Charité à Berlin. Ces patients, sur les 7, un seul a rechuté, dont on va reparler. Alors la première observation la plus simple, c'est que après 6 mois, on voit une disparition des auto-anticorps dans les sérums des patients. Là, 2 patients sont représentés, mais chez tous les patients, c'est à peu près la même chose. Et on voit également une disparition des anticorps vaccinaux, ce qui peut être effectivement un inconvénient. Alors ceci laisse penser qu'on a réussi à toucher, à éliminer les lymphocytes, ou plutôt les plasmocytes qui sont à longue vie, qui sont nichés dans la moelle osseuse et qui peuvent survivre des dizaines d'années. Vous voyez sur la partie gauche de la diapositive, ces cellules chez un patient avant la greffe, donc ces plasmocytes à longue vie responsables de la production d'auto-anticorps, qui sont marqués par CD138, et vous voyez qu'après la greffe, on a pratiquement lavé ces cellules. Vous n'arrivez jamais à un résultat comme ça avec un traitement immunosuppresseur conventionnel et pas non plus avec des biothérapies de type rituximab ou belimumab qui ne ciblent pas ces cellules. Qu'est-ce qui se passe concernant les lymphocytes B? Donc la technique ne nous permet pas de vous montrer avec une flèche exactement les différentes données sur les graphes. Donc si vous regardez en A, ce que vous voyez, c'est que au cours du lupus, il y a une expansion des cellules B mémoire et une expansion des plasmocytes. Les points tout à gauche correspondent à des contrôles en A et C, et juste à droite, vous voyez des lupus en pré-greffe. Donc les points qui sont plus hauts, ce sont des lymphocytes mémoire et des plasmocytes. Et vous voyez qu'après la greffe, ces populations sont complètement écrasées et qu'elles ne réapparaissent pas, sauf les 2 petits points noirs que vous voyez en haut et en bas dans les figures A et C, qui correspondent aux patients qui rechutent à 18 mois. Dans la figure B, vous voyez que les cellules B naïves en blanc réapparaissent quelques mois après la greffe et constituent la grande majorité des lymphocytes B chez patients, alors que le pool de cellules mémoire met pratiquement 3 ans avant de se reconstituer. Les choses sont un petit peu différentes concernant les lymphocytes T CD4. On va se focaliser sur la partie B de la figure. Vous voyez tout à gauche les niveaux de TCD4 chez des sujets contrôle, et puis au moment de la greffe, il y a une lymphopénie T, ça c'est classique au cours du lupus, on le sait. Pendant les premiers mois, il y a un compartiment mémoire qui prédomine quand même, ce qui veut dire qu'on n'a probablement pas éliminé toutes les cellules TCD4, mais progressivement, on voit que le compartiment des T naïfs va devenir le principal compartiment cellulaire TCD4. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la figure C, on peut voir que plus de 90% de ces cellules TCD4 sont des migrants, des bons migrants, qui viennent du thymus, qui sont ici marqués par CD31, sauf les 2 petits points noirs qui vous montrent le patient qui a rechuté, et donc chez lequel les cellules T ne sont pas les cellules T naïves ne sont pas des migrants récents du thymus, ce sont probablement des cellules T qui n'ont pas été éliminées et qui se sont à nouveau multipliées. Enfin, et cela, les travaux de Dominique Farge l'avaient déjà montré dans la sclérodermie, ici dans le lupus, on voit que une partie de ces cellules T qui sortent du thymus sont des cellules T régulatrices. Dans la partie B, vous voyez que chez les patients lupiques, il y a une diminution de ces cellules T régulatrices, donc ces cellules T qui normalement inhibent les cellules autoréactives. Elles sont diminuées au cours du lupus en phase active, ça on le sait, beaucoup de travaux l'ont montré. Sur la droite, un petit peu dans la même figure B, vous voyez le niveau de T régulateurs au cours d'un lupus en phase inactive, et puis sur la gauche, vous avez immédiatement un lupus qui a été autogreffé, et puis les T régulateurs de sujets contrôle. Enfin, et pour terminer, sur cette régénération du système immunitaire,
on peut apprécier la diversité du répertoire lymphocytaire T en examinant la fréquence d'utilisation des chaînes bêta du récepteur T pour l'antigène, qui a deux chaînes, alpha et bêta. Normalement, ces chaînes sont à peu près exprimées, disons de manière simple, selon au hasard. Et au cours du lupus, eh bien, il y a, on n'a pas le temps de le montrer ici, mais il y a de forts biais dans l'expression de ces chaînes bêta qui sont liés à une expansion de cellules autoréactives. Bien là, vous voyez pour chaque patient, dont la fréquence de chaque famille V-bêta est représentée par un histogramme noir, eh bien, que comparé aux poules de patients normaux en blanc, avec l'écart type, eh bien, il y a clairement une diversité de répertoire comparable à des sujets normaux. Donc il y a bien une régénération de diversité du répertoire lymphocytaire T. Donc en conclusion, sur ces données à la fois de lupus et immunologiques de reconstitution immunitaire, on peut estimer que les rémissions cliniques et sérologiques sont associées à une élimination des cellules autoréactives mémoire, à une profonde reconfiguration du système immunitaire, donc à ce que l'on appelait bien avant un reset immunologique, et que l'éradication des cellules mémoire, des cellules plasmocytaires à longue vie, la réactivation thymique et la sortie notamment de cellules T régulatrices sont probablement tous deux nécessaires pour obtenir des rémissions prolongées de la maladie. À l'issue de l'exposé de Thierry Martin, qui vous a illustré le pourquoi et le comment du succès de ces approches thérapeutiques par autogreffe de cellules souches hématopoïétiques périphériques, il nous a paru important de vous présenter quelques lignes d'avenir et aussi de vous montrer en quelques plaques pourquoi nous nous retrouverons dans un des prochains jeudis de la filière afin de parler des cellules souches mésenchymateuses multipotentes. En effet, en parallèle aux acquis cliniques obtenus dans ces maladies auto-immunes par la procédure d'autogreffe, il a été possible ces 20 dernières années de découvrir d'autres acteurs dans la moelle osseuse responsables d'une action immunomodulatrice, immunosuppressive, inconnue jusqu'alors, qui sont les cellules souches mésenchymateuses. L'objet de l'exposé aujourd'hui n'était pas d'aller ouvrir ce nouveau sujet, mais l'exposé aurait été incomplet si nous ne vous donnions pas l'envie de le découvrir. En effet, après que ces cellules souches mésenchymateuses aient été identifiées au sein du stroma médulaire, il a été possible, non seulement in vitro, mais in vivo et demain dans des applications en thérapeutique humaine, d'identifier au mieux les caractéristiques immunosuppressives, immunomodulatrices et trophiques également des cellules souches mésenchymateuses, qui fait important, non pas les marqueurs de différenciation des cellules souches hématopoïétiques, et donc n'expriment pas le HLA de classe 2, et donc sont des outils potentiels du traitement innovant, des traitements de ces maladies auto-immunes demain. Sur cette plaque, nous voyons résumé que non seulement in vitro, mais in vivo, les cellules souches mésenchymateuses, de manière constante, ont une action inhibitrice des cellules NK au niveau de la prolifération et de la cytotoxicité, inhibent la différenciation et la maturation des cellules dendritiques, inhibent la prolifération T, et ce de manière dose-dépendante, de manière dépendante des contacts cellulaires, mais aussi, et ceci est très important, via la sécrétion de facteurs solubles que sont les cytokines, qui ont été parfaitement caractérisées et identifiées dans ces interactions cellules souches mésenchymateuses, cellules T et cellules BNK, au premier rang desquelles IDO, le TGF-bêta et la PGE2. Aujourd'hui, et afin de nous retrouver un des jeudis prochains, il nous paraissait important de vous informer que 5 patients ont été traités en Europe par des cellules souches mésenchymateuses allogéniques pour une sclérodermie systémique, et qu'en France, au sein de la filière, au sein de MATEC, existe un projet
financée au titre du PHLC national, qui est une étude multicentrique de phase 1-2, qui a pour objectif de tester la faisabilité et la tolérance de l'utilisation des cellules souches allogéniques mésenchymateuses dans le traitement des sclérodermies systémiques sévères, réfractaires soit à l'endoxan, soit rechutant éventuellement ou à distance d'une procédure d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques périphériques. 20 patients seront inclus en 2 ans, 4 patients ont déjà été traités et nous vous invitons à rejoindre la RCP pour discuter ensemble dans une approche nationale, collégiale, collaborative et en réseau des indications de la thérapie cellulaire, qu'elle soit du domaine du soin courant, l'autogreffe de moelle osseuse, du domaine de l'innovation, de la compréhension des mécanismes, de l'analyse de l'immunologie associée à la réponse clinique au sein d'un réseau qui s'inscrit sous l'égide de la SFGMTC et dans la filière FAI2R. Merci.